Bienvenue à cette session sur Timothy Gallwey. Donc, pour ceux qui étaient tout à l'heure à la plénière, je vais parler de ce petit bouquin-là, de Timothy Gallwey. Et je vais m'intéresser à un petit peu l'histoire du coaching. Je m'appelle Christophe Kéromen, je fais partie de la société Coactive, et puis vous aurez des slides sur SlideShare dès que possible, début de semaine prochaine, et puis vous pourrez me retrouver par ce biais-là. Donc, comment le coaching a commencé? Par plein de choses, mais en particulier cet homme-là, Tim Gallwey, qui était d'abord un joueur de tennis, ensuite un enseignant de tennis, et puis plus tard, il est devenu coach de vie, coach professionnel, et on est ici au cœur du coaching de la performance. Timothy Gallwey. Alors Timothy Gallwey, donc, il a sorti ce bouquin en 1975. Le bouquin a eu un énorme succès, il a été traduit en plein de langues, dans plein de pays, il a été réédité plusieurs fois, en France il a été réédité 2 fois. Et je vais parler de ce bouquin sur 4 points clés. Le premier, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apporter, c'est que nous sommes tous des saboteurs, moi y compris. Donc je vais essayer de pas trop saboter la session, mais ça en fait partie. Deuxième point, se trouver chou dans le neurone miroir. Vous me direz après la session si vous avez compris ce que je voulais dire par là. Troisième point, améliorer son service. Et on essaiera de voir ensemble si on arrive à trouver une bonne traduction pour The Growth Theory of Habits. Donc première chose, oui, nous sommes tous des saboteurs. Donc comment ça a commencé cette histoire-là? Ça a commencé avec Tim Gallwey qui a une quinzaine d'années, qui est un excellent joueur de tennis, il est capitaine de son équipe, il est aux États-Unis et il dispute le championnat national. Il est en demi-finale, il a la balle de match à jouer, il ne lui reste plus qu'à faire un smash. Donc il est au filet, la balle arrive, c'est un geste qu'il a fait des centaines de fois en entraînement, qu'il maîtrise parfaitement. La balle arrive, balle de match, demi-finale, bloom dans le filet. Il s'en remettra pas, il perd le match et il s'en remettra jamais. Il va traîner ça pendant sa tête pendant des années et des années, c'est-à-dire se dire comment ce geste que même les yeux fermés à l'entraînement, je sais le faire, et là, ce jour-là, demi-finale pour aller jouer la finale nationale, ploum, je me tape dans le filet. Ça va rester une obsession pour lui. Et donc en fait, le coaching a commencé avec l'histoire d'un échec. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est que de nos échecs, même ceux qui nous font le plus mal et qui restent en nous pendant longtemps, on peut en tirer des choses qu'au départ on ne voyait pas. Et la première leçon que va tirer Tim Gallwey, c'est cette équation qui est à la base du coaching, la performance. C'est ce qu'on est capable de réussir. C'est notre potentiel, nos compétences, nos capacités, ce qu'on sait faire. Ouais, mais avec un sérieux bémol, les interférences. Et en fait, jusque-là, on s'intéressait beaucoup, quand on parlait de coaching de performance, à aller travailler là, augmenter notre potentiel. Mais ça, c'est vachement dur. Et plus on vieillit, plus c'est dur, parce que notre potentiel, il est limité. En revanche, notre potentiel, il est sérieusement diminué par nos interférences, et là, il y a un gain énorme. Bien évidemment, tout ce qu'on raconte là au niveau personnel, je vous laisse l'extrapoler au niveau des organisations, des entreprises. C'est la même chose. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est champion du monde, tous, chacun, pour interférer avec nos propres capacités, pour nous saboter. Donc il a observé, Tim Gallwey, un joueur de tennis, il a essayé de comprendre comment il avait fait pour rater. Et il s'est aperçu que les joueurs de tennis, ils passaient leur temps à se causer. Alors des fois, ils se causent pour s'encourager, vamos, common, etc. Mais la plupart du temps, ils sont en train de s'engueuler. Si vous écoutez, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle à un autre qui est complètement taré. Il dit, mais garde la balle dans le terrain, pourquoi tu as joué sur son coup droit alors que tu sais qu'il faut le jouer sur soi? On a l'impression qu'on s'adresse à un gamin qui a 4-5 ans et qu'on est tout le temps en train d'engueuler. Et la question que s'est posée Tim Gallwey, c'est à qui il parle? Qui parle à qui? Il est tout seul, le gars, c'est un joueur. Qui est-ce qui est en train de parler avec qui? Et il a modélisé ça, il a décomposé. En fait, il a dit d'un côté, il y a une entité, une partie de la personne qui s'appelle Self 1. Self 1 va parler à Self 2. Self 1, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le côté rationnel, c'est la conscience. Et puis Self 1, il va essayer de commander Self 2. Self 2, c'est de l'autre côté, c'est le corps, c'est l'inconscient, c'est celui qui va faire, celui qui exécute. Et Self 1, il est toujours en train d'engueuler Self 2.
Je vous laisse faire l'extrapolation avec des éventuels managers, en command and control, on peut retrouver des choses équivalentes. On va prendre donc le cadre du match de tennis. On va prendre cette histoire de gestes qu'on n'arrive pas à faire. Ici, on va prendre l'exemple d'un service. Ça commence avec un événement. Je fais un service, hop, plaf, en dehors du terrain. Je me dis, bon, voilà, celui-là, il était pourri. Je recommence, mais je suis un peu perturbé, donc je fais un deuxième service. Deuxième événement, et puis là, j'en fais une série, et puis je les rate. Et je commence à grouper mes événements. Et je commence à en tirer des conclusions, du sens. Et bien évidemment, plus j'en rate, plus je me dis, attention, il faut que je réussisse, et plus j'en rate. Et donc je continue comme ça à monter dans mes trucs, et je généralise, d'accord? Ouais, non seulement je sers très mal aujourd'hui, mais en plus j'ai vraiment un service de merde. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, si j'ai un service de merde, c'est que finalement, si je regarde, je suis pas un très bon joueur de tennis, quoi. Hein, au niveau global, je suis vraiment pas bon. Et puis, en fait, pourquoi je suis pas un bon joueur de tennis? Parce que finalement, je suis assez maladroit avec mon garçon. Dès que j'essaie de faire un truc, je le laisse tomber, je le rate, etc. Et puis, si je suis pas bon à grand chose, finalement, conclusion, je suis pas digne. Je suis pas digne d'appartenir à une équipe de tennis, je suis pas digne d'appartenir à un groupe, je suis pas digne qu'on m'aime, etc., etc. Et directement, on a attaqué l'estime de soi. Et ça, on le fait tout le temps, on est champion du monde pour faire ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais très bien faire ça. Et ça va très très vite. On enchaîne très très vite toute cette séquence-là. Quelques années plus tard, donc ça c'est l'analyse de Galloway dans les années 70, quelques années plus tard, il y a un autre personnage qui s'appelle Robert Gibbs, qui est un spécialiste de la PNL, qui lui va apporter un modèle qui ressemble étonnamment à celui-là, qui est le modèle des niveaux logiques. Il va expliquer comment fonctionnent certains domaines de conscience de l'activité humaine. Et Robert Gibbs, il va dire, effectivement, d'abord, on a l'environnement, le match de tennis, qu'est-ce qu'on fait, où on fait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, il y a le domaine du comportement, le service, ce qu'on réussit mal. Ensuite, à partir de là, on va monter, généraliser notre comportement à une capacité. Mon service n'est pas bon. À partir de là, on va encore monter. Et là, ce qui est intéressant, plein de choses intéressantes dans le modèle de Gibbs, c'est que ces trois niveaux-là, il va appeler ça le niveau fonctionnel, c'est-à-dire ce qui est relatif aux échanges avec l'extérieur. Et après, on rentre dans le dur. Après, on rentre dans ce qu'il appelle les niveaux essentiels, c'est-à-dire ceux qui touchent à notre intégrité. Ensuite, on va, à partir de là, construire des croyances. Je ne suis pas un bon joueur de tennis. On va construire ensuite une identité. Je ne suis pas bon à grand-chose. Et encore au-delà, ça va remettre en cause notre appartenance, la manière de nous relier au monde. Et ces trois niveaux-là, c'est ce que Robert Gibbs va appeler l'essentiel. Donc un modèle super intéressant, c'est une ouverture, on fera peut-être un autre lightning talk un jour sur ce modèle-là. La conclusion en tout cas de Tim Galloway, c'est que si vous n'avez pas la confiance, les croyances, l'état émotionnel adéquat, si vous n'êtes pas aligné sur ces niveaux logiques-là, vous pouvez avoir les manières de faire, les tactiques, mais en situation de stress, ça va péter. Vous n'atteindrez pas votre performance. Et en coaching, un des points clés qu'on va attaquer, c'est briser cette équivalence entre je fais une erreur, et cling, 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 par réduction, je suis nul. Donc briser cette équivalence de chaîne entre le comportement et les croyances. Essentiel pour augmenter la performance. Donc pour Tim Galloway, pour chaque tentative humaine, il y a ces deux domaines-là. Il y a self-1 et self-2, il y a l'externe et il y a l'interne. L'externe, c'est le terrain de tennis, c'est le partenaire, c'est le vent, c'est l'état du terrain, etc. Ça, on voit bien, on peut s'y préparer. L'autre problème, et le problème majeur, c'est le jeu interne. Et même les plus grands champions. Roger Federer nous dit que le tennis, c'est du mental à 70%. Les plus grands champions ont affronté leur jeu interne, leur ennemi interne, c'est eux-mêmes. La peur, le doute, les sauts de concentration, les hypothèses, les concepts limitants. Le jeu interne, donc, c'est le jeu qu'on va jouer avec nous-mêmes et où on va essayer d'aller au-delà de toutes ces choses qui vont nous limiter. Encore une fois, donc, l'équation, notre performance globale, c'est notre potentiel, tout ce qu'on sait déjà faire, moins toutes ces interférences qu'on va mettre. Ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, on a les neurosciences qui ont fait leur apparition, il y a plein de choses qu'on est capable de voir maintenant dans le cerveau, et il y a une explication qui est donnée, qui vient à l'appui de ce qu'expliquait, de ce qu'observait Timothy Galloway.
L'observation, c'est que, en fait, et ça amène à beaucoup d'humilité, la quasi-totalité de notre activité est inconsciente. En une seconde, on a 11 millions d'informations qui vont passer dans notre inconscient, et au niveau conscient, on n'en aura que 50 secondes. Et il y a une expérience fabuleuse, qui est l'expérience de l'idée, qui montre que notre conscience est en permanence déphasée par rapport à la réalité, que notre inconscient prend les décisions, et comme il est poli, il nous avertit, il les fait passer à la conscience en l'enrobant en disant « Voilà ce que tu as décidé ». Et nous, on est vachement contents. Le problème, c'est que ça explique bien ce qui se passe quand Self 1 essaye de commander Self 2. Self 2, il fonctionne à la bonne vitesse pour jouer. Le problème, c'est que Self 1, il est toujours en retard. Et donc, dès que Self 1 va prendre le contrôle, il va ralentir Self 2 et ça va être la cata. Donc, dès que le mental est en train de prendre le contrôle sur l'action, on est en retard, on rate encore plus, donc le mental se renforce et on est rentré dans une spirale totalement infernale. Donc, la clé pour sortir de ça, c'est de faire confiance à ceux qui font et de ne pas être en permanence à demander du contrôle à la partie rationnelle. Donc au final, le jeu interne se révèle plus important pour la performance que le jeu externe. Deuxième chapitre, se trouve échou dans le neurone miroir. Alors là, on va parler de quoi? Timothy Gallwey, donc il a évolué, il n'est plus joueur de tennis, maintenant il est professeur, il est enseignant, et il donne des cours de tennis et il essaye d'expliquer comment bien jouer. Et au début, il essaie d'expliquer comment faire un service. Et il se rend compte que ça ne marche pas. Il se rend compte que plus il explique, et moins ses élèves réussissent. Il se rend compte qu'en fait, que pour expliquer comment faire un geste, comme servir ou comme faire une volée, il faut à peu près donner 200 explications pour décomposer tout le geste. Et plus il donne des explications, moins les gens réussissent. Et donc en fait, il se dit, bah, tiens, peut-être que j'essaye autrement, que je change de paradigme. Peut-être que cet effort conscient que je suscite en donnant des informations à Self 1 l'amène à trop mentaliser et du coup à pas être dans les capacités de son corps. Comment est-ce qu'on s'adresse en fait à Self 2? On s'adresse à Self 2 en proposant des images. À chaque fois que vous êtes en train de décomposer, donner des instructions, vous vous adressez à Self 1 et vous renforcez le contrôle mental au détriment de la performance de l'inconscient. Donc les images valent mieux que des mots, montrer c'est meilleur que dire, et trop d'instructions, c'est pire que tout. Donc Timothy Gallwey va changer sa manière d'enseigner. Il va dire, ok, je t'explique rien, tu me regardes. Voilà le geste, je te montre. Tu regardes 10 fois je vais faire le geste. T'essayes pas d'analyser, t'essayes pas de comprendre. T'essayes de te faire une image. Exactement ce que vous a proposé Romain tout à l'heure. C'est exactement ça, le cœur du sujet. Il fait de la facilitation graphique avant l'heure. Donc il essaye de t'imprimer, de mémoriser l'image du coup droit. Ensuite il dit, voilà la balle, maintenant tu fais. Et il s'aperçoit qu'en fait, l'élève à qui il a proposé ça fait beaucoup plus vite que l'élève à qui il avait expliqué comment faire le bon. Et donc il va garder cette technique d'approche. Encore une fois, des années plus tard, les neurosciences vont nous donner une explication à ça avec la découverte des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quelque chose qui est apparu, qu'on a découvert au milieu des années 2000. C'est une catégorie particulière de neurones qui est absolument fascinante parce qu'elles sont capables de s'activer quand on fait un geste, mais également quand on voit quelqu'un d'autre faire le même geste. C'est totalement hallucinant ce truc-là. En fait, on regarde un joueur de tennis jouer, dans notre tête, les mêmes neurones s'activent que si nous-mêmes, on était en train de jouer une partie. Et Timothy Gallwey explique dans son bouquin déjà, alors qu'il ne connaissait pas ça, que lui apprend à mieux jouer en regardant les autres joueurs, mais sans essayer de comprendre comment ils font, en essayant de mentaliser, d'absorber l'image du joueur qui réussit. Et en fait, donc, c'est tout à fait récent cette découverte des neurones miroirs. On ne maîtrise pas encore le total impact de cette chose-là, mais une chose sur laquelle les gens s'accordent à peu près, c'est l'importance dans l'apprentissage par imitation. En particulier, les enfants, auprès de leurs parents, apprennent énormément de cette façon-là. Donc là, on a bien effectivement une explication de l'observation de Timothy Gallwey, l'importance de l'apprentissage par imitation. Par extension, ça peut vous amener à réfléchir sur des choses dont on parle beaucoup dans la communauté agile. On a tendance à dire « ouais, mais ce qui est important, c'est plutôt d'être agile que de faire agile ». Ça dépend de ce qu'on parle. De quoi on parle? L'importance de l'apprentissage par imitation, de faire d'abord, est importante. Si vous rationalisez trop, attention, vous allez réveiller Self 1 au détriment de Self 2, celui qui apprend à faire. Et du coup, ça peut être limitant. De la même façon,
Ça, c'est une sagesse qui était très vieille, hein. C'est ce qu'on savait avec le compagnonnage. On avait la phase d'apprentissage qui pouvait durer des années, qui est reconnue comme un moyen unique de transmettre des savoirs et des savoir-faire par l'UNESCO. Donc c'est une vieille sagesse. On commence par observer et après, on fait. C'est aussi ce qu'utilisaient les maîtres de la Renaissance hein, dans les ateliers, jusqu'à ce que les apprentis puissent dépasser le maître. Ce qui est arrivé à un maître qui s'appelait Verrocchio, qui avait d'apprendre à devenir coach, et le premier exercice qu'il leur proposait, c'était à qui appartient le problème. Il prenait 3 personnes, un coach, un client, un observateur. Il donnait aucune instruction au débutant coach, au bébé coach, aucune instruction au client sinon d'amener un problème. Par contre, à l'observateur, il disait, tu les regardes bien, ils vont échanger sur leurs problèmes, regarde le langage verbal, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a une bascule. Et effectivement, dans la majorité des cas, qu'est-ce qu'on observait? Le client arrivait, parlait beaucoup avec cette problématique, il était penché en avant, il expliquait que c'était compliqué, etc. Et au bout d'un moment, hop, il se mettait en arrière, et là vous voyez le bébé coach, qui commençait lui à se pencher en avant, à apporter des solutions, à donner du conseil, à essayer de résoudre le problème de l'autre. Qu'est-ce qu'on avait vu? Un transfert, le problème, le gars qui arrivait avec son problème, il s'était arrangé pour s'en débarrasser et le filer dans les pattes du coach. Et à partir du moment où le coach est responsable du problème, c'est fini, il ne peut plus coacher.